Bonsoir à tous. François Hollande est-il le seul à être optimiste? Le président se veut offensif pour entamer cette an 2 du quinquennat. Alors que penser notamment de la proposition faite à Angela Merkel de créer un gouvernement économique de la zone euro? Le président français peut-il relancer l'Europe? Pourquoi le président français veut-il relancer l'Europe et a-t-il l'influence nécessaire? C'est le sujet de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Hollande joue l'Europe. Alors pour répondre à vos questions SMS et Internet, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Catherine Ney. Bonsoir, vous êtes éditorialiste à Europe 1 et à Valeurs Actuelles et vous avez publié Un pouvoir nommé désir et L'impétueux chez Grasset. Nous accueillons également Roland Cayrol, vous êtes politologue, directeur du CETAN, c'est le centre d'études et d'analyse et vous enseignez également au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Votre dernier ouvrage s'intitule Tenez enfin vos promesses chez Fayard. Également présent sur ce plateau, Christophe Barbier, vous êtes directeur de la rédaction de l'Express qui vient de sortir une nouvelle formule, l'Express qui titre cette semaine Les hypocrites en matière d'argent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et votre dernier ouvrage s'intitule Rêvons, c'est chez Flammarion et c'est écrit avec Marc Jolivet. Et puis enfin, Claude Veil, directeur de la rédaction du Nouvel Obs. Le Nouvel Obs qui titre cette semaine Mon chef me rend fou. Et puis on peut lire également un article sur François Hollande intitulé Ce remaniement qu'il retient. Et puis vous êtes par ailleurs l'auteur des Droites en France aux éditions du CNRS. Alors, François Hollande, et c'est le thème de cette émission, a joué hier, la seule véritable annonce, c'était la création d'un gouvernement économique dans la zone euro. Il semble jouer la carte européenne, il semble vouloir jouer la carte européenne. Pourquoi, Christophe Barbier? C'est très surprenant de le voir faire ceci maintenant et non pas l'an dernier, c'est-à-dire à peine élu, pour donner tout de suite une dimension à son propos. S'il le fait maintenant, à mon avis, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il considère qu'Angela Merkel est embarquée dans sa campagne électorale nationale et donc il a un peu les mains libres. Qu'il est maintenant avec à sa gauche un allié potentiel, quelqu'un qui est très européen et qui est à gauche comme lui, c'est Enrico Letta en Italie. Même si sa position nationale est fragile, le chef du gouvernement italien peut l'aider. Il considère aussi, c'est ce que me disait ce matin le ministre du Budget, que toute une série de chantiers européens, l'union bancaire, la lutte contre les paradis fiscaux, etc., le mouvement européen de stabilité, permettent de passer à la phase suivante qui est ce gouvernement économique. Moi, j'y ajouterai une donnée, à mon avis, et je la vois à travers son aveu ou sa phrase « La crise est européenne, la solution sera européenne ». Je pense qu'il y a chez François Hollande la volonté de donner une nouvelle dimension à la lutte contre la crise parce qu'il est en échec au niveau national. Son calcul calendaire, on sort de la crise quinquennale 2008-2013 à la fin 2013, il l'a perdu, il le sait. L'Europe lui donne 2 ans de sursis. Il veut donc européaniser la lutte contre la crise parce que tout seul avec ses petits bras musclés, la France n'y arrive pas. Et elle a obtenu de l'Europe un nouveau calendrier. Donc je pense qu'il y a chez lui de la conviction, c'est un ancien Delorien, qu'il y a chez lui de la tactique liée aux positions des autres chefs d'État européens, et qu'il y a chez lui une sorte de stratégie ou d'habileté, c'est je n'y arrive pas tout seul, on va essayer à plusieurs. Donc, Claude Veil, on tourne la page de la tension amicale de cette première année un peu... Non, il y a eu une tension avec Angela Merkel. C'est les deux faces de la même pièce. Aux éléments que disait Christophe, qui sont combien pertinents, je crois qu'on peut en ajouter un ou deux. Le premier, c'est qu'il est sous une forte pression de son aile gauche pour faire un plan de relance français, un plan à la française, c'est-à-dire distribution de pouvoir d'achat et distribution d'argent public. Ce qu'il ne veut pas faire, parce qu'il est convaincu que si la France se lançait dans une aventure de ce type, nous serions décrochés et sanctionnés par les marchés. Et donc, il retourne l'opération en disant, si on veut faire un plan de relance, oui, faisons de la croissance, faisons de la relance, mais au niveau européen, et moi je me place en leader de cette Europe qui souffre, qui n'en peut plus de l'austérité et qui dit à Mme Merkel desserrer un peu la ceinture. Les Grecs, regardez les Italiens, les Espagnols, etc. Les peuples d'Europe n'en peuvent plus. Et si on continue comme ça, on va rendre l'Europe extraordinairement impopulaire parce qu'elle sera synonyme de souffrance et de sacrifice. Et la deuxième raison, elle est plus tactique, c'est que n'ayant pas réussi à tenir l'objectif qu'il s'était fixé de réduction des déficits publics à 3% en 2013, il a obtenu un délai, encore 2 ans, Monsieur le Bourreau, mais en contrepartie d'engagements assez précis de la France sur les fameuses réformes de structure que Bruxelles et Berlin exigent de la France et que la France, une partie de l'opinion française, répugne à faire. Comme François Hollande ne veut pas avoir l'air de faire ces réformes sous la pression, il ne veut pas être ce que Madame Le Pen a appelé, je crois, le laquais de Bruxelles, je crois que c'était ça son terme. Il faut qu'il montre qu'il est à l'initiative, qu'il n'est pas du tout le type qui subit la politique européenne, mais qu'il est un moteur d'une politique européenne ambitieuse. J'ajouterai un dernier petit élément. Lorsqu'il parle d'une étape supplémentaire de l'intégration, il ne faut pas oublier que ce n'est pas totalement une initiative française. En réalité, c'est une réponse
tardive à une proposition de Mme Merkel l'an dernier que la France n'avait pas vraiment saisie au vol. Reprendre le leadership en Europe, c'est réaliste? C'est un dessein? Non? Il en a l'influence, il en a la carrure, il peut revenir et dire voilà, c'est moi, François Hollande. Certains sommets européens ont montré que la France, lorsqu'elle savait habilement s'appuyer sur l'Europe du Sud, pouvait en effet, bien qu'il s'agisse, en l'occurrence, c'était le gouvernement de Mariano Rajoy en Espagne et le gouvernement italien à l'époque qui était celui de M. Monti, il a réussi très très habilement à impulser une dynamique, je dirais, populaire qui se veut une réponse à la simple logique des marchés. Mais en même temps, cette confrontation a ses limites, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas sortir aussi du cadre que les débordements. C'est pour ça qu'il y a eu cette séquence pas très bien gérée, où lorsqu'il a parlé de tension amicale, certains au Parti socialiste ont cru qu'ils avaient le feu vert pour bouffer du Bosch. C'était pas vraiment ce qu'attendait le président de la République, qui sait très très bien qu'il est dans un rapport de force avec l'Allemagne, mais dans un rapport de force solidaire. De toute façon, il ne peut aboutir, c'est sur le terrain de la croissance, sur le terrain des réformes institutionnelles s'il doit y en avoir, sur la fameuse intégration, ça ne peut se faire que par la volonté conjointe des Allemands et des Français, avec la grande question qui est comment rapprocher les positions sur ce qui est le cœur du désaccord franco-allemand. Pour faire court, les Allemands disent on veut bien plus de solidarité financière, c'est-à-dire mettre les dettes en commun, mais d'abord, faisons plus d'union politique. Et les Français disent on veut bien faire plus d'union politique, mais d'abord, soyez plus solidaires économiquement. Catherine, et en tous les cas, sur le fond, cette conversion européenne, elle est réelle? Et finalement, est-ce que, comme tous les anciens présidents, comme Nicolas Sarkozy, comme Jacques Chirac, rapidement, on devient européen Elle est réelle pour toutes les raisons qui viennent d'être dites. Et puis, c'est aussi un bon moment parce que François Hollande est allé devant la commission en disant c'est la première fois qu'on est reçu avec une commission au complet. C'est la première fois, c'est vrai que Nicolas Sarkozy n'y avait pas été, mais Jacques Chirac y avait été. François Fillon y est allé et il y a 4 mois, c'était Mme Merkel qui a d'ailleurs dit devant la commission qu'elle, après les élections, si elle est élue, elle fera des propositions politiques pour être leader dans l'avancée politique de l'Europe. Donc François Hollande profite de ce creux, sans doute, de la campagne de Mme Merkel, où elle ne peut rien dire, parce que son élection est, semble-t-il, assurée, mais quand même apparemment pas si facile que ça. Donc lui, il veut se mettre en leader de l'Europe. Alors ça fait déjà plusieurs fois qu'il dit mon devoir est de réorienter l'Europe. Mais alors ce que je trouve extraordinaire, c'est lorsqu'il dit mais depuis que je suis arrivé au pouvoir, beaucoup de choses ont changé en Europe. Alors il cite la zone euro a été stabilisée, mais que je sache, c'est pas grâce à lui. Après il dit des instruments de solidarité ont été introduits. Mais oui, mais c'était dans le pacte budgétaire qu'il voulait à l'époque renégocier. C'était le fameux MES qui est le FMI européen. Il y est dans le fond pour rien. L'union bancaire a été définie, c'est vrai, et il a donné son accord le 29 juin. Mais elle a été définie par qui? D'abord par les présidents Barroso, Van Rompuy et je ne sais plus qui d'autre. Il y avait 4 présidents. Et mis en musique par le commissaire français Barnier. Bon, mais la France l'a appuyé. Et c'est vrai qu'il y a quelques dissensions avec l'Allemagne qui ne voulait pas que la supervision bancaire affecte ces petites banques des Landes parce qu'elles sont en mauvaise santé, ni non plus que le fonds soit responsable des faillites des banques globalement. Mais donc ça, c'est encore un point qui achoppe avec l'Allemagne. Mais enfin, lui, il n'a fait que acter cette chose dont il n'a pas été l'acteur. Et quand il dit il y a une nouvelle doctrine de la Banque centrale européenne, ben oui, mais ça c'est grâce à M. Draghi qui a été nommé en décembre dernier, d'ailleurs sous proposition de Nicolas Sarkozy, et la nouvelle doctrine de la BCE, la France, en tous les cas, François Hollande n'y est pour rien. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que la seule chose dont il se prévalait jusqu'ici, c'était le pacte de croissance. Tout le monde, on se gargarisait avec le pacte de croissance. Là, il n'en parle plus, parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'y a rien dans le pacte de croissance. Donc, quand il dit, voilà, je revendique tous ces succès, moi je trouve c'est comme s'il se félicitait parce que le soleil se lève grâce à lui. Alors, Roland Quérol, vous êtes de cet avis. Laurent, François Hollande était à la traîne, un peu suiveur en matière spectateur dans les questions européennes. Maintenant, il a les moyens d'être à l'offensive et il a raison de jouer cette carte?
Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. D'abord, il n'a pas parlé que de l'Europe. Il a fait un certain nombre d'annonces sur des politiques françaises. La révision de la façon dont on fonctionnait désormais. On va y venir sur les annonces françaises. C'est très important de voir ça. C'est-à-dire qu'il y a le contrat d'avenir, le contrat de génération qui sont modifiés, il y a la retraite, etc. Mais en même temps, un président français, comme un président de quelques pays d'Europe que ce soit, sait ce que les électeurs ont parfois du mal à admettre, que la marge de manœuvre d'un gouvernement national en Europe, elle est très faible. Et que si ce qu'on veut aller chercher, c'est la croissance, il n'y aura pas de croissance dans un seul pays. Je vous rappelle que nous sommes au 6e trimestre consécutif de récession sur l'ensemble de l'Europe. Nous, on est à notre 2e trimestre, mais je veux dire, l'ensemble du continent est en péril, et c'est donc ensemble que les Européens peuvent faire quelque chose. Et je crois qu'un président, plus il est aux manettes, plus il sent forcément cela. Hollande, comme ses prédécesseurs. Il a aussi, je crois, fait une pédagogie qu'on a d'ailleurs plusieurs fois essayé de faire ici. Le jeu en Europe, c'est pas un jeu gauche-droite. C'est un jeu de compromis permanent où on prend acte du fait que les autres gouvernements ne sont pas de la même couleur que vous et on cherche à fabriquer du compromis pour faire avancer l'Union européenne et la faire agir. Sans quoi, elle est immobile. Et je crois que l'astuce de Hollande là, c'est en effet, je reviens là sur ce que vous avez dit tous les deux, c'est sentir qu'on est dans un moment avec Merkel où, à cause de la campagne électorale allemande de septembre prochain, je vous rappelle qu'on interprète les sondages en faisant comme si elle dominait largement les intentions de vote. Elle, oui, mais son parti, non. Son parti et la coalition des socialistes et des Verts sont à peu près à égalité. Donc il y a une vraie inconnue sur les résultats de l'élection allemande. Et au fond, ce qu'Hollande propose, c'est une espèce de deal, parce que l'Europe ne marche que sur l'entente franco-allemande, c'est de lui dire acceptez un peu plus de politique économique qui aille dans mon sens, les emplois d'avenir transférés au niveau européen, les subventions aux industries nouvelles, le numérique. Et contre ça, moi qui avais fait la sourde oreille depuis 1 an à vos propositions d'intégration, eh bien banco. Faisons un espace budgétaire commun, levons des emprunts en commun. Autrement dit, il remet Angela Merkel en position de pouvoir dire oui. Elle ne pourrait pas dire oui sur des propositions purement économiques. Si c'est accompagné de propositions institutionnelles, ça débloque peut-être le jeu européen. Alors, vous l'aviez dit, Roland Quérol, hier, il n'y a pas eu que des annonces sur l'Europe, il y a eu des annonces aussi qui concernaient la France, notamment François Hollande a réaffirmé sa volonté d'intensifier sa politique en faveur de la compétitivité. Cela passe notamment par la réorientation de l'épargne vers les entreprises et puis également la volonté de simplifier les procédures administratives. Alors, quel est le programme des réformes à venir en France? Laurence Aïda Diop. L'an 2, celui qui s'ouvre aujourd'hui, ce doit être l'offensive. L'offensive, elle est bien sûr ici en France. C'est de mobiliser toutes les forces pour l'emploi. Il n'y aura pas d'espérance possible dans notre pays tant que le chômage n'aura pas entamé sa décrue. Et c'est pourquoi je me suis engagé personnellement, certains ont dit même hâtivement, pour ne pas dire imprudemment, sur l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage. Je m'y tiens. Et c'est la feuille de route du gouvernement. Tout doit être mis en œuvre pour que les mesures qui ont déjà été engagées puissent être amplifiées pour faire reculer le chômage à la fin de l'année. D'abord, j'ai évoqué le choc de simplification. Plus de simplification, c'est plus d'initiatives, plus d'activités, plus d'emplois. Plus de simplification, c'est plus de temps pour nos concitoyens, et donc plus de vie. C'est aussi plus de croissance. Pour les particuliers, je propose une forme de révolution. Dans de nombreux domaines, pas tous, le silence de l'administration vaudra désormais autorisation et non plus rejet. Ce sera effectivement un changement considérable. Sur le droit de vote des étrangers, ce texte ne sera pas présenté jusqu'aux élections municipales et après les élections municipales, comme ça il n'y aura pas d'enjeu, il sera soumis au Parlement.
convient aussi de mieux orienter l'épargne des Français vers l'investissement productif. 3 mesures seront prises dans cette direction. La première, l'assurance vie sera réformée pour que les fonds puissent être davantage affectés aux fonds propres des entreprises. Deuxième mesure, un plan d'épargne action pour les PME sera créé avec des dispositifs incitatifs. Enfin, je l'avais déjà annoncé, l'imposition des plus-values mobilières sera révisée. La réforme de 2010 n'a pas permis de rétablir l'équilibre. Il y a aujourd'hui un déficit d'une quinzaine de milliards d'euros et il est prévu à 20 milliards d'euros en 2020. C'est insoutenable. Et je refuse, comme président de la République, de reporter sur les générations à venir le fardeau du financement des retraites. Dès lors que l'on vit plus longtemps, parfois beaucoup plus longtemps, on devra travailler aussi un peu plus longtemps. Voilà les réformes qui nous attendent. Elles sont importantes. Alors, première question, SMS. Quand François Hollande dit qu'il n'y aura pas d'impôts supplémentaires en 2014, parlait-il de tous les impôts? Il a dit l'idéal. Non, l'idéal, c'est que oui. les prélèvements sur les ménages n'augmentent pas. Lui-même n'y croit pas, donc. C'est 2 choses différentes. L'idéal, on sait qu'en politique, c'est souvent la réalité qui s'impose plus que l'idéal qu'on atteint. Et puis, il parle de prélèvements. C'est quoi les prélèvements? C'est les impôts, mais c'est aussi les cotisations sociales. Et il y a, si j'ose dire, du prélèvement à l'envers. Parce que si on vous rembourse moins en termes de sécurité sociale, si on vous verse moins d'allocations familiales, c'est pas de l'argent que vous payez en plus, mais c'est de l'argent que vous touchez en moins. Quelque part, c'est la même chose, c'est un impôt en creux. Donc, en effet, en 2014, l'effort des particuliers pour abonder les caisses de l'État, quelles qu'elles soient, pour abonder les caisses publiques, collectivités locales comprises, et là, il a peu de moyens de faire pression sur les collectivités locales après les élections de l'année prochaine, eh bien, évidemment, cet effort des particuliers sera plus grand qu'en 2013. Alors, il y a des choses qui ont été annoncées hier, mais il y a ce qui n'a pas été annoncé. On n'a eu aucun détail sur les mesures d'économie. Les dépenses, les fameux 20 milliards de dépenses qu'il faut réduire, on n'a On pas. ne sait toujours pas. Pas seulement, il y a un autre objectif qui s'est un petit peu perdu dans les dernières semaines, c'était l'objectif 0% de déficit en 2017. À partir du moment où on a reporté fin 2015 l'objectif 3%, est-ce que l'objectif 0% en 2017 tient toujours ou est-ce que lui-même est renvoyé au calendrier grec? Tout ça est extrêmement flou. Mais il faut dire aussi qu'au niveau européen, on a un petit peu changé les règles de calcul. C'est très très technique, très compliqué. Mais maintenant, l'Europe préfère raisonner en déficit structurel plutôt que sur le déficit d'exploitation, je dirais. Ce qui donne un petit peu de mou. Mais ce qui était le plus important hier, ce qui faisait vraiment cohérence dans ce tableau général, cette fresque qu'a tracée Hollande, c'est que si on met bout à bout ce qu'évoquait Roland tout à l'heure, c'est-à-dire les 2 premières réformes qui ont été faites, qui ont été vantées même comme des réalisations importantes, c'est-à-dire la transposition dans la loi de l'accord, appelons-le syndicat MEDEF, et le crédit impôt compétitivité, rajouter à ça quoi? L'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises. La réforme, ça c'est très important pour les investisseurs, de la fiscalité sur les plus-values, qui jusqu'à présent était dissuasive, elle était désincitative. La promesse un petit peu vague d'une simplification administrative, car on sait que l'entreprise souffre énormément du caractère tatillon bureaucratique. Le bureau des normes en France est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an, c'est un truc qu'on connaît depuis Courteline. Vous mettez tout ça en ligne et vous avez une politique qui signifie quoi? Ce qu'a dit François Hollande, qui est une évidence, mais les évidences valent quelquefois d'être répétées, ce sont les entreprises qui créent les emplois. Et ça, pour un socialiste, c'est... L'État n'a plus les moyens de le faire. Donc si on veut créer des emplois... Donc c'était une intervention quand même très patron-friendly, je dirais. Oui. La plus patron-friendly depuis son arrivée à l'Élysée. Très patron-friendly, parce qu'il dit « je suis socialiste », mais il n'a pas prononcé le mot salarié, fonctionnaire, pouvoir d'achat, qu'il dit ben oui, ça a baissé, c'est la faute de nos prédécesseurs. Alors là, je crois que tout le monde a contribué à la baisse du pouvoir d'achat, lui compris. Donc c'est un discours quand même très nouveau. Et quand il dit je suis socialiste, mais qui veut que la France réussisse, qui réussissent peut-être, mais avec des mesures qui ne sont pas socialistes. Et là, je pense qu'il a fait une sorte de rupture en reconnaissant à l'entreprise. Dans le fond, il parle comme pouvait parler Strauss-Kahn il y a quelques années, et il a fait une sorte de mutation. Et les socialistes, mais c'est quelque chose de quand même très nouveau.
Christophe Barbier, il a besoin de dire qu'il est socialiste parce que ça ne s'entend plus quand il parle. Ça ne s'entend plus, mais quand il nous dit je suis socialiste et je veux que la France réussisse, après nous avoir dit il y a quelques semaines je ne suis pas un président socialiste, il est en train d'accoucher, il a accouché de sa conception hollandaise du social-libéralisme. Il est arrivé social-démocrate l'an dernier, ça a tangué, il y a eu des coups de barre à gauche, des coups de barre à droite, la fiscalité, Arnaud Montebourg, toute une série de polémiques. Là, il a choisi d'être, à sa manière, en son époque, ce que Blair a pu être à la société britannique, ce que Schröder a pu être à la société allemande. C'est-à-dire un réformiste très engagé, notamment du côté des entreprises pour qu'elles créent des emplois, et un réformiste qui se donne du temps. On ne parle plus de régulation du capitalisme, même si, en pratique, il fait des choses. On ne parle plus, évidemment, de rupture avec le capitalisme. On ne parle même plus d'État-providence. Il n'y a plus de sous pour payer la providence. On est vraiment rentré dans une phase extrêmement réaliste, extrêmement sociale et libérale. C'est du libéralisme, mais appliqué par un socialiste, c'est-à-dire on fait attention. On ne va pas trop vite, on ne brutalise pas trop les gens, on fait attention au tissu social. Ça, c'est très intéressant à suivre comme hypothèse, comme école, comme laboratoire politique, surtout s'il y arrive à en faire un laboratoire dans le cadre européen. C'est-à-dire que toute la partie de François Hollande durant la campagne contre le monde de la finance, etc., mon ennemi, tout ça c'est fini. Maintenant on parle d'épargne, d'investissement. La finance devient l'ami, Roland Quérol? Moi, je suis de ceux qui pensent que cette révolution copernicienne qu'évoquait Moscovici, elle est faite depuis la rentrée de septembre dernier. Et que le discours est maintenant suffisamment clair pour que ceux qui n'y croyaient pas finissent par s'apercevoir qu'en effet, il est sur une ligne social-libérale, même pas social-démocrate. La social-démocratie, il y a en plus un lien organique avec les syndicats ouvriers. Ça n'est pas le cas du tout. C'est du social-libéralisme. Et le problème, c'était d'avoir de plus en plus la nécessité, certains diront le courage, de dire que c'était bien ça, sa ligne. C'est-à-dire que la vraie opposition frontale à cette politique, c'est le front de gauche. Eux, il n'y a rien à retirer de la conférence de presse. Il fallait qu'il fasse passer ça, et l'idée que cette ligne, c'était lui qui l'imposait, qu'il était le patron, et il a fait ça aussi. C'était les deux objectifs, à mon avis, de la conférence de presse, et il les a fait de façon très claire. On pouvait faire semblant de croire qu'il y avait encore du socialiste à l'ancienne. Christophe rappelait des mots comme rupture avec le capitalisme. Ça, c'est quand même des phrases d'il y a bien longtemps. Il y a longtemps que les socialistes n'emploient plus ça. Donc, il y en avait qui voulaient toujours entendre ça chez lui derrière. Moi, je pense que ça a disparu depuis septembre. Alors, a fortiori, depuis la conférence de presse de novembre, que c'est de plus en plus clair et que c'est ça la politique menée. Alors, quand il dit je suis socialiste, c'est parce que maintenant le socialisme français, c'est ça? C'est le social-libéralisme? Ou c'est parce qu'il a honte de dire qu'il est social-libéral? Non, c'est exactement ça. Ça ne peut pas se faire. Social-libéral, vous ne pouvez pas à ce point désespérer Billancourt, le militant qui resterait inscrit au PS à Boulogne-Billancourt. Vous ne pouvez pas le dire, mais vous le faites. C'est au fond ce qu'on fait progressivement. C'est ce qu'ont fait tous les partis socialistes européens. 50 nuances de rose. Je crois qu'il ne peut pas le dire d'abord pour une bonne raison. C'est que François Hollande, j'ai eu l'occasion de le dire, est probablement le meilleur journaliste politique français. Et il sait parfaitement évaluer une situation et un rapport de force. Il voit qu'il a en gros 25% de soutien dans l'opinion publique actuellement. Il sait qu'il a devant lui les réformes les plus compliquées à faire, de ce genre de réformes dont disait Michel Rocard disait il y a de quoi faire tomber 5 gouvernements, notamment la réforme des retraites à venir. Il sait que les lois de la Ve République sont impitoyables. La droite ne lui tendra pas la main, elle lui donnera le coup de grâce. Il n'a rien à espérer de l'UMP et même de l'UDI. Quant à l'extrême gauche, elle guette sa chute. Chacun voit bien que l'extrême gauche spécule sur l'échec du hollandisme, avec Jean-Luc Mélenchon en serre-file, qui rêve du jour où François Hollande, en chemise et la corde au cou, viendra lui remettre les clés de Matignon. Naturellement, ça ne se passe pas, mais c'est de ça que rêve Jean-Luc Mélenchon. Donc François Hollande, il prend l'équation politique comme elle est. Et ces 25%, c'est peut-être pas beaucoup, mais il y tient. Et il ne fera rien qui puisse réduire encore ce polygone de sustentation déjà trop étroit. C'est pourquoi il garde Montebourg, c'est pourquoi il supporte... C'est ce que j'allais vous dire. C'est pourquoi il supporte la pétaudière de Bercy, parce qu'il ne peut pas s'amputer de cette base qui lui reste et sans laquelle il ne peut rien. Oui, mais est-ce qu'on peut mener une politique sociale-libérale cohérente avec Montebourg et Hamon au gouvernement? Oui, pourvu qu'on les tienne un petit peu dans un cadre de discours moins désordonné que depuis un an. Il le fait en effet parce que sa base est déjà étroite, il le fait parce qu'il vaut mieux les avoir à l'intérieur, parfois un peu turbulents, qu'à l'extérieur, complètement en liberté sauvage. Je nuancerais peut-être un propos de Claude, c'est que moi j'ai l'impression qu'il compte quand même sur un bout de l'UDI et un bout du Modem. Bayrou a accueilli favorablement au moins la moitié. Le président était à la hauteur. Voilà, au moins la moitié de la conférence de presse.
Borloo a signalé que certains de ces chantiers prioritaires avaient été pris en compte par le président. Si Hollande a des résultats dans la deuxième partie de son quinquennat et qu'il affronte, fort de ces résultats, une gauche gauchisée par Mélenchon et une droite droitisée par Jean-François Copé, vous verrez que le centre essaiera de faire le coup de 88 avec Mitterrand, c'est-à-dire l'ouverture et de s'accrocher à un deuxième quinquennat possible, probable même si les résultats sont bons, de François Hollande. Bayrou La porte est ouverte. Bayrou est La porte est disponible, ouverte. il est Hollando-compatible, Bayrou c'est est- clair. Et L'UDI, je suis beaucoup plus... L'Europe hier, quand même, ça marque des points dans le camp central. Catherine Ney, quelles conséquences politiques de ce ralliement aux thèses social-libérales de François Hollande? Mais, je veux dire, le ralliement de François Bayrou, c'est très bien, mais il ne représente que lui-même et 3 députés et un sénateur. Donc c'est un voyageur sans bagage, François Bayrou. Donc c'est quelqu'un qui compte, et d'ailleurs qui compte parce que la presse le convoque régulièrement pour lui demander ce qu'il pense. Moi je l'appelle le pape François parce qu'il distribue blâme et l'éloge. Et je veux dire, il joue ce rôle-là en politique. Alors qu'est-ce qu'il apporterait à François Hollande? En tous les cas, une approbation, c'est déjà bien, mais dans un gouvernement, je suis pas sûr qu'il entraînerait beaucoup d'électeurs et qu'il ferait remonter les sondages. De toute façon, il n'est pas question d'un remaniement. Roland Pironi. Non, et puis vous savez, si vous voulez gagner un congrès socialiste, même si vous êtes très réformiste, il faut inévitablement que vous disiez, pour être applaudi et que votre motion de synthèse à la fin soit acceptée, qu'au grand jamais vous ne ferez l'alliance avec le centre. C'est l'horreur. On ne peut pas la faire. Aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi Bayrou n'est pas au gouvernement. Ils sont d'accord sur tout. Et moi, je crois que, évidemment, en bagage parlementaire, c'est rien. Mais dans l'opinion, ça existe, un homme d'État qui est respecté. Voilà. Mais il ne peut pas le faire entrer, il se l'interdit pour les raisons qu'a dit Claude. Il veut garder ses 25%. Et cela, il pense que s'allier au centre, c'est s'allier non pas avec le pape, mais avec le diable, pour le coup. Et donc voilà, évidemment, il espère bien que, ici ou là, l'UDI, le MoDem lui donneront un coup de main, qu'on fera un bout de chemin ensemble. Mais il ne peut pas les faire entrer au gouvernement. Il a demandé à ses ministres hier d'être disciplinés, de soutenir l'action du gouvernement, sauf que maintenant qu'on sait qu'il n'y aura pas de remaniement, Arnaud Montebourg, il dit tranquille, je suis sûr de rester à Bercy. Il va pouvoir donner son opinion sur tous les sujets. Ils sont sûrs de rien. Ils sont sûrs Non. de rien. Moi, je pense qu'ils sont... À tout D'ailleurs, moment, ils moi, peuvent je être trouve que ce qui sanctionnés. était très intéressant, on lui posait une question justement sur Bercy, et il a répondu quoi? Il a répondu sur Hérault. Le seul qui est vraiment assuré à avoir un CDD prolongé, d'ailleurs comme le demandait Madame Hérault, disant qu'il est indispensable à François Hollande, c'est justement Jean-Marc Hérault. Souvenez-vous dans son interview avec Pujadas où il avait dit François Hollande, c'est moi le chef, et moi, et moi. Je veux dire, il n'avait vraiment pas dit un mot sur son Premier ministre, dont il ne peut que se féliciter. Après tout, c'est un homme qui ne veut pas sa place, qui n'a pas d'ambition présidentielle, d'ailleurs il l'a choisi pour ça, il le dit, et qui en plus est loyal, courageux, et plutôt bien vu des parlementaires. Bon. Donc, je veux dire, il a tout intérêt à le garder, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le vivier politique socialiste, il n'y en a pas des masses, des gens qui sont capables d'aller à Matignon et de jouer son rôle. Et en plus, aujourd'hui, Hérault, il a eu un départ un peu difficile. Je ne dis pas que quand il parle, on imprime, mais maintenant, on s'habitue à lui, et se séparer de lui aujourd'hui pour nommer quelqu'un qui devra aussi faire ses classes, parce que ça sera sûrement quelqu'un qui n'aura pas été ministre, c'est très difficile. Donc il a tout avantage à le garder. Juste un mot, moi, je pense que Hérault n'ira quand même pas au bout du quinquennat. Et même si en ce moment, Moscovici, Valls, Peillon sont des rivaux qui ont des soucis, qui ont eu des ennuis, il y en a d'autres comme Sapin, Touraine qui travaillent. À un moment, Hollande aura besoin, après les municipales, probablement de changer d'air. Quand même. Alors, une fois son intervention terminée, hier François Hollande s'est rendu à la Maison de l'Amérique latine pour y retrouver les députés de sa majorité. Un moment convivial, selon les parlementaires présents, même si le président se serait montré un peu plus distant avec les membres de l'aile gauche du parti. Sujet de Maxime Belletto et David Lemarchand. Signe qu'il s'agissait d'un événement d'importance, il pleuvait des cordes lorsqu'a débuté la conférence de presse, comme à chaque grande étape ou presque de cette première année de présidence. Les parlementaires de la majorité l'ont suivi à la télévision, à l'abri de la pluie et à l'écart des journalistes, sous les toits de la Maison de l'Amérique latine. Ils étaient plus d'une centaine, mais François Hollande leur a donné à tous la même impression. C'était une très bonne conférence de presse d'un président à l'offensive. C'était une conférence de presse qui montrait un président offensif et déterminé. Le président de la République, au fond, déclinait l'an 2, celui de l'offensive. L'offensive pour la formation, l'offensive pour l'école, l'offensive aussi pour la République.
Et pour que l'offensive soit efficace, le chef de l'État tenait pour la première fois à encourager en personne ses élus. À l'issue de la conférence, François Hollande est arrivé, la rue s'est arrêtée, mais les badauds ont déchanté. La rencontre avait lieu à huis clos elle aussi, immortalisée par les téléphones de quelques députés. 3 quarts d'heure de discours et d'échanges avec les parlementaires. Beaucoup se plaignaient de ne pas le voir assez. Ils l'ont applaudi plusieurs fois et donc c'était un bon moment pour tout le monde. Ça a regonflé, non pas le moral des troupes parce qu'il était assez haut, mais ça leur a donné encore plus envie d'agir. Il nous a dit qu'il avait été extrêmement surpris de la violence de la droite qui, quelque part, a contesté sa légitimité et a contesté notre légitimité immédiatement. Il nous a aussi expliqué que le rythme qui avait été le sien et qu'il nous avait aussi imposé l'avait peut-être trop laissé dans son bureau. On le taquine beaucoup sur le fait que depuis qu'il est président de la République, à chaque fois qu'il vient dans une occasion, il se met à pleuvoir pour son investiture, quand il arrive au Maroc et même aujourd'hui. Donc il a dit que face aux critiques, il était devenu imperméable. Et effectivement, ça nous a fait beaucoup rire. Il a eu cette jolie formule, il a dit soyez offensifs mais apaisants, débattez autant que vous voulez, mais soyez unis. Donc voilà, après... derrière le terme d'unité, moi j'ai toujours considéré que l'unité n'était pas l'uniformité. Des mots d'unité, de solidarité à l'adresse de cette majorité qui affiche encore des signes de division. Un peu plus tôt dans la journée, aux abords de l'Assemblée nationale, une manifestation pour l'amnistie des infractions commises lors des mouvements sociaux. Cette proposition de loi du Front de gauche, le gouvernement y est finalement opposé, mais près de 80 députés socialistes, eux, la soutiennent. Il faut de la loyauté, il faut de la cohérence, il faut de la cohésion. On est un groupe, ça veut dire ce que ça veut dire. Étymologiquement, on est solidaires les uns des autres. Mais la discipline qui vient du haut vers le bas, ça ne marche plus. On est au XXIe siècle, on est dans une société de l'horizontalité. Tout le monde est capable d'avoir une information, une pertinence. Ça ne marche plus. C'est plus le même siècle, c'est plus la même époque. Ceux qui s'accrochent à ça s'accrochent à des chimères. L'exécutif est prévenu. Au vu des réformes délicates qui s'annoncent pour la suite du mandat, celle des retraites par exemple, François Hollande devra sans doute revenir adresser quelques messages personnels à la majorité. Alors on a vu comment tous ces députés ont répété le mot offensive. Ils sont quand même assez disciplinés finalement, ça veut dire il y a le chef, on répète ce que dit le chef. Ils sont surtout ridicules, parce que les éléments de langage, ça marche plus en politique, qu'on soit au gouvernement ou dans l'opposition, parce qu'on a les mêmes effets de contagion, comme ça, avec les petites fiches distribuées dans l'opposition. On a eu pendant quelques semaines le choc, alors il y avait des chocs de tout, des chocs de compétitivité, des chocs de simplification. Maintenant c'est l'offensive. C'est quand même un petit peu inquiétant de voir que les politiques être à ce degré zéro de la communication. Alors, petite question SMS. La méthode Hollande basée sur le consensus et la synthèse n'est-elle pas à l'opposé de l'offensive qu'il nous annonce? Est-ce qu'on peut être de synthèse et offensif? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que dans le système politique que nous vivons, il faut avoir une majorité parlementaire. C'est un système ultra-présidentiel, mais qui ne fonctionne que si les textes sont votés par le Parlement et donc par la majorité parlementaire, puisque l'opposition, logiquement, s'oppose. Et Hollande, il a toutes les raisons de faire attention à sa majorité. Parce que ce qu'on a dit sur la gauche de la gauche, on sait bien qu'il y a, avec la gauche du Parti socialiste, de temps en temps un peu de perméabilité, que certains des députés, on en a vu un ou deux là, Gage par exemple, sont des gens qui sont un peu embêtés par ce social-libéralisme. Pour eux, c'est un gros mot, social-libéral. Nous, on l'emploie pour désigner un concept, mais pour eux, c'est un gros mot. Ce serait scandaleux. Rappelons que pour la ratification de l'accord, pas de syndicat-patronat, il a impliqué plus de 40 voix. Plus de 40 députés se sont abstenus. Des députés qui ont été élus, étiquetés Parti socialiste, pourraient ne plus soutenir ce gouvernement à l'Assemblée nationale. On n'en est pas là, parce que tous disent qu'évidemment, ils comprennent bien qu'il faut de la discipline, et c'est quand même terrible de sortir de la majorité, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de majorité pour le président de la République. Mais en même temps, Hollande sent bien que c'est de ce côté-là qu'il faut faire attention. Il faut les convaincre en permanence qu'il n'y a pas d'autre politique possible. Et que leur rêve d'une politique plus à gauche, à l'ancienne, est un rêve obsolète. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils les voient, qu'il faudra qu'ils les revoient et les revoient encore, parce que c'est là qu'il peut y avoir
plus encore que dans l'opinion, un aspect faible de sa majorité. Alors, Catherine Ney, quand il faut composer comme ça, on n'est pas tellement offensif à la fin. Non, mais il y a quand même un défaut de management depuis un an de sa majorité, parce que là, les 2/3 des députés sont des nouveaux et il ne les connaît pas. Et lorsqu'il y a eu le traité, l'anniversaire à Berlin du traité de l'Élysée, c'était le président de l'Assemblée nationale, Bartolone, qui présentait les députés à François Hollande. Il ne les connaissait pas. Et justement, quand ce sont des jeunes inexpérimentés et que vous avez une politique et que vous ne prenez pas la peine de les voir régulièrement pour leur dire voilà où on en est, voilà où on veut en venir, c'est une faute politique. Alors il a dit moi je ne serai pas le chef de la majorité parce que par anti-Sarkozy, pour faire la différence, enfin pour se distinguer de ce que faisait Sarkozy et d'ailleurs de ses prédécesseurs qui réunissaient toutes les semaines à l'Assemblée les chefs de parti et tout ça pour qu'il y ait un mot d'ordre, une explication de texte et régulièrement aussi les députés UMP à l'Élysée. Lui, il ne veut pas faire ça, mais il ne les voit pas. Alors, depuis 15 jours, 3 semaines, on avait monté tout un stratagème. Ça veut dire que le secrétaire général de l'Élysée invitait pour impôt une dizaine de députés. Puis, comme par hasard, François Hollande était là et passait une tête et leur parlait. Mais c'est pas ça qu'il faut. D'ailleurs, les députés, ce qu'ils aiment, c'est sentir qu'ils ont un chef. Et même si ça les trouble, à partir du moment où vous avez un chef qui sait où il va, il peut vous convaincre de le suivre. Mais quand il n'y a pas de parole, qu'il n'y a pas de reprise ni par les présidents de groupe et qu'on laisse comme ça des jeunes élus inexpérimentés en jachère, on risque vraiment d'avoir beaucoup d'ennuis. Donc je pense qu'il faut qu'ils se reprennent et qu'ils reprennent les vieilles bonnes méthodes de ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'une majorité, ça se gère. Voilà. Christophe Barbier. Il n'a jamais été ministre, il apprend le métier de président. Il se rend compte au fur et à mesure que sa conception de la fonction n'était pas la bonne. Il croyait que l'hyper-présidence, c'était Sarkozy. Non, c'est pas Sarkozy, c'est le quinquennat. Donc Hollande est obligé d'aller sur le terrain. Aujourd'hui même, il était à Caen et il ne cesse de se déplacer. Il l'a dit, il se déplace le plus possible. Il croyait que le chef de la majorité, c'était le Premier ministre, comme du temps de De Gaulle. Non, le chef de la majorité, c'est le président. Il croyait que le travail médiatique devait être fait en ordre par les ministres. Non, il lui faut régulièrement une conférence de presse, une grande émission, pour que la parole infuse et diffuse un peu dans le peuple. Il apprend tout cela. Ce qui est inquiétant, c'est le temps perdu, au passage. C'est vrai que ça fait un an, c'est 20% du quinquennat, dont on a l'impression que ça a été perdu par l'apprentissage du social-libéralisme qu'on évoquait tout à l'heure, de la fonction présidentielle et de la réalité. Ça, c'est un petit peu inquiétant pour lui et beaucoup pour la France. Mais peut-être pour répondre plus précisément à la question de notre téléspectateur, moi je crois qu'il y a aussi quelque chose qui tient à la personnalité de François Hollande et à la conception qu'il se fait du pouvoir. Ça n'est pas un homme qui aime à imposer. C'est un homme qui contrairement à Nicolas Sarkozy. Contrairement à Nicolas Sarkozy, j'y reviendrai peut-être. Il n'est pas déclamatoire en général. Il est attentif aux autres et c'est vrai qu'il a tendance à chercher les chemins de moyenne montagne parce qu'il pense que c'est là qu'est la solution pour aller le plus loin possible. Alors le hollandisme donne l'impression de immobile à grands pas, ce matin titré un journal. Le Figaro. Mais c'est pas le Figaro, mais c'est pas tout à fait exact parce que Hollande au fond c'est un peu comme les nuages, voilà. Lui s'est comparé avec une structure de Tinguely, il y a quelque chose de ça aussi. Mais les nuages c'est plus connu, donc restons sur les nuages. Le nuage, lorsque vous le regardez, vous avez l'impression qu'il est immobile. Tournez la tête, 30 secondes, revenez, vous verrez que le nuage s'est déplacé et s'est déformé. Et d'une certaine façon, Hollande est un bougeur de ligne subreptice. Cette nouvelle culture dont il fait accoucher le Parti socialiste, il ne le fait pas au forceps, il ne le fait pas par la violence, il le fait par la pédagogie. Hier, au fond, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un cours de macroéconomie à l'usage de ces jeunes députés socialistes, entre autres, qui n'ont pour beaucoup jamais vu une entreprise de leur vie. D'ailleurs, ce qui explique pourquoi ils ont du mal à comprendre cette logique économique de priorité à l'entreprise. Donc, c'est un accoucheur par la maïotique. Le style Hollande, c'est ça. Il faut s'y habituer. Même si il est plus offensif quand même. La grande différence avec Sarkozy, c'est que Sarkozy était dans ce que les linguistes appellent, pardon pour cette cuistorie, l'énoncé performatif. C'est-à-dire, je veux, je dis, c'est fait. Un jour, il est allé à Toulon, il nous a dit les paradis fiscaux, c'est fini, le règne de la finance, c'est fini. Naturellement, ce n'était pas fini du tout, mais comme il l'avait dit, pour lui, c'était fini. Hollande ne vous dira jamais c'est fini. Il va vous dire c'est compliqué, on va essayer, on va regrouper les... Voilà, c'est ça la méthode Hollande. C'est une méthode qui n'est pas flamboyante, c'est pas le pont d'Arcole tous les matins. Mais quand on regarde le chemin parcouru, regardez par exemple sur les retraites.
Rappelez-vous quand même qu'il y a moins de 3 ans, le PS était dans la rue contre l'idée même de l'augmentation, de l'allongement de la durée de travail était une abomination de la désolation. Et puis là, il a dit, bon, ben, évidemment qu'on va travailler plus. Vous avez entendu les gens couiner? Justement, cette colère des députés qui disent avoir élu un président qui n'applique, n'est-elle pas due également au fait qu'il y avait une ambiguïté lors de la campagne électorale, en dénonçant le monde de la finance, en laissant espérer qu'on a la retraite, on n'était peut-être pas obligé, on pouvait presque revenir à 60 ans? Non? Écoutez, ne paye-t-il pas l'ambiguïté de la campagne? Sûrement des députés, mais aussi des électeurs. Ils ont tellement entendu le changement, c'est maintenant, ils croyaient que le changement, c'était la vieille politique de la vieille gauche. Alors c'est un peu dur à accepter que ce soit plus ça du tout. En même temps, par rapport à ce qu'on a tous dit, moi compris, il y a peut-être un bémol à mettre sur les parlementaires. Parce que les parlementaires, ils sont parfois tentés d'être plus pas godillots, quoi, d'avoir une liberté d'expression. Mais le poids des institutions est tellement fort que c'est quand même très difficile, sur les choses importantes, de ne pas respecter la discipline. Regardez, les 3 dernières années de Sarkozy, vous êtes tous ici journalistes, chaque fois qu'on rencontrait un député UMP, il se plaignait de Sarkozy en nous disant, le plus tendre qu'il disait, c'était « il nous emmène dans le mur ». Parce que les députés, ils ont le sentiment que eux, ils connaissent la vraie France. Ils vont dans leur circonscription, ils vont dans leur permanence et au café du commerce, et on sait bien que c'est là qu'on sent la vraie France, n'est-ce pas? Et donc, ils disent, le président, il est enfermé dans son bureau, ils ne sentent pas. Je pense qu'ils se trompent. Je pense que la vraie France n'est pas forcément où ils croient qu'elle est. Et donc, il y a toujours eu cette espèce de volonté de faire savoir au président que ça ne va pas. Mais au total, sous Sarkozy, comme sous Hollande, il y en a de temps en temps une trentaine qui font savoir sur un texte qui ne sont pas d'accord. Ils le font d'autant plus qu'ils savent que le texte sera voté. Quand il y a un risque, ils ne le font pas quand même. La presse allemande et le Figaro s'est émue du fait qu'il y avait toujours le ton très monarchique de ces grandes conférences de presse qui finalement n'avaient pas tellement évolué depuis le général de Gaulle. Et c'est vrai qu'hier on avait tous ces ministres en randonnion qui admiraient le chef. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le métier de président dont vous parliez, Christophe Barbier? C'est en partie cela. Ça pourrait être mesuré et modernisé. Mesuré parce qu'on n'est pas obligé de faire 2h40, je crois, une espèce de marathon. On n'est pas obligé de commencer par 50 minutes d'allocution, dont 35 consacrées à répéter ce qui s'est passé depuis un an. C'est totalement inadapté. C'est trop long et c'est pas assez moderne. Il l'est d'autant plus très habile, Hollande, dans l'échange, dans le ping-pong avec les questions. Donc il devrait arriver le plus vite possible à cette partie-là qui est plus spectaculaire. Par ailleurs, il pourrait sortir de l'Élysée. On peut faire une conférence de presse de ce type ailleurs. On peut réveiller des modes qui ont été essayés par Jacques Chirac au début de son premier mandat, c'est de se faire interroger par des jeunes, ou par Nicolas Sarkozy dans son quinquennat, de se faire interroger par des Français moyens, des Français tirés au sort. Donc, il y a des modes. C'est pas un gadget, ça. Si, bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire systématiquement. Mais on peut varier, on peut puiser dans toutes ces possibilités. Hollande sur le terrain, parfois, a des échanges très, très sympathiques, très vifs, très simples avec des Français. Et comme il l'a rappelé lui-même, on ne lui dit pas que des gentillesses à ce moment-là. Et c'est ça qui serait intéressant de mêler, pas de pas en voyage à Dijon. On l'a vu à Dijon, on l'avait vu à Grenoble quelques mois avant sur un fait divers tragique. Là, il y a des moments de sincérité dans l'expression de la parole politique. Il faut jouer avec tout cela. Le solennel, les ors de l'Élysée, la grande conférence de presse, les ministres au garde à vous, des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus télévisuelles avec des Français moyens. Et puis un genre qu'il ne doit pas oublier, et je prêche pour notre chapelle, c'est la presse écrite. La presse écrite et globalement l'écrit en général. François Mitterrand faisait un livre à la fin de son premier septennat. Ça a été oublié depuis. Il faut laisser des traces, il faut aller en profondeur par l'écrit dans l'expression d'une pensée. C'est vrai qu'il n'y a pas un chef de gouvernement ou de chef d'État dans un pays démocratique aujourd'hui qui fait des conférences de presse grande messe de 2h40. Ça n'existe pas. Les conférences de presse sont beaucoup plus courtes, les réponses sont beaucoup plus courtes et souvent elles sont thématiques. On parle aujourd'hui de ça. Pourquoi 2h40? Pour parler de tout. Les journalistes y ont leur part. Et les journalistes y ont d'autant plus leur part que l'une des raisons pour lesquelles Hollande se sent obligé de faire une longue introduction, c'est qu'il pense qu'on risque de ne pas l'interroger sur les choses. Et la preuve, voilà, la preuve, c'est que ce qu'il a dit sur l'Europe, dont vous avez dit vous-même en commençant que c'était la partie la plus novatrice, pas une question ensuite là-dessus. Justement, il faut avoir aussi confiance dans la presse. On rêve tous d'un système à l'américaine où le président de la République, où le président vient de façon décontractée, on lui pose des questions précises, il répond précisément et rapidement. Là, les journalistes font leurs intéressants, ils font un numéro de claquette, posent des questions trop vastes qui appellent des développements interminables. Mais en réalité, la vraie raison d'être de ce genre de show, c'est ce que nous faisons ici. Parce qu'il sait bien, quand il parle à 4 heures de l'après-midi,
que les Français ne sont pas devant la télé. Français, oui. Donc le but du jeu, c'est de diffuser un message qui sera ensuite percolé par la société médiatique. Eh bien nous, assez dans l'air, nous avions vu que la grande annonce de cette conférence de presse hier, c'était cette proposition faite à Angela Merkel de créer un gouvernement économique de la zone euro, avec l'idée derrière d'aller vers une harmonisation fiscale, une harmonisation sociale. Alors justement, qu'en pense-t-on en Allemagne? Eh bien, les équipes de C'est dans l'air sont allées à Berlin pour recueillir la pensée du gouvernement allemand. Reportage donc à Berlin de Sarah Sisman, Joël Lefebvre et Marie Laurent. Mon devoir, c'est de sortir l'Europe de sa langueur, celle qui l'a saisie, et de réduire la désaffection des peuples, qui ne peut que compromettre l'avenir même de l'Union européenne. Le premier acte qui doit être à chaque fois posé, et c'est comme ça que nous avons avancé depuis un an, c'est de trouver le compromis entre la France et l'Allemagne. Et avec Mme Merkel, nous l'avons cherché à chaque étape. Ça a pris du temps et nous y sommes toujours parvenus. François Hollande reprend l'initiative et tend une perche à Angela Merkel comme pour rétablir une relation franco-allemande, loin d'être un long fleuve tranquille. Pour la première fois, l'idée d'une union politique si chère à Berlin est évoquée. Alors outre-Rhin, le gouvernement applaudit. Un gouvernement économique européen, c'est une idée dont la France et l'Allemagne discutent depuis un moment. Pour nous, c'est une idée intéressante. Il faut y réfléchir. La chancelière a dit depuis le début de la crise que nous devions travailler ensemble de manière plus coordonnée pour atteindre le but que l'Allemagne et la France se sont fixés. Et ce but, c'est la compétitivité. Le message est clair. Oui au renforcement de la gouvernance de la zone euro, mais avec un objectif, l'accélération des réformes structurelles, clé de la réussite germanique. Au moment même où l'Élysée lançait son offensive, la chancelière aussi choisissait l'apaisement, rappelant sa bonne relation personnelle avec François Hollande, malgré les divergences sur le fond confirmées par son parti. Ce sont les médias qui parlent de relations crispées. Il y avait quelques désaccords, c'est vrai, mais la coopération entre les deux pays continue. Et nos ministres des Finances collaborent étroitement. Même si l'on parvient à créer un gouvernement économique européen dans le futur, il y aura des différences de point de vue entre la France et l'Allemagne, c'est certain. Selon François Hollande, un accord devrait être trouvé avant les élections européennes de septembre. Mais Angela Merkel devrait rester ferme sur un point, pas question d'instaurer un budget européen élargi avec une capacité d'emprunt, sans mettre les finances des États sous la tutelle de Bruxelles. Attention, il y a quand même certains points dans ce qui a été dit hier. C'est par exemple la possibilité de créer une capacité fiscale dans cet gouvernement économique qui ne va pas trop plaire l'Allemagne parce que facilement on peut parler de budget extra dans la zone euro et Angela Merkel dans le passé était très réticent en termes de ça. Les Allemands ne laisseront pas passer l'initiative française sans rappeler leur ligne rouge au prochain sommet européen de juin. Ils n'accepteront jamais de mutualiser les dettes européennes. Alors, question Internet, François Hollande est-il en train de changer l'orientation de l'Europe vers peut-être plus d'intégration quand on parle d'harmonie sociale et fiscale? Un SMIC européen, des jours de congé européens? Comme le disait Roland tout à l'heure, il a suggéré, sans le dire explicitement, qu'il était prêt à accepter un certain degré, probablement pas très élevé, de transfert de souveraineté en échange d'une solidarité financière plus affirmée. Et les Allemands, eux, répondent, oui, on veut bien, d'accord, faire portefeuille commun, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on surveille vos dépenses et donc on gouverne ensemble. Donc c'est tout le cœur de la discussion. Avec un autre problème qui affleurait très nettement dans la courte interview du ministre beau gosse, dont je ne sais pas le nom, qui a dit compétitivité. Pourquoi? Parce que là, on est au cœur d'un autre malentendu sur lequel les Français et les Allemands travaillent beaucoup et sur lequel ils essaient de rapprocher les positions. En France, nous sommes accoutumés à penser, et le débat politique s'organise autour de l'idée que c'est austérité ou croissance.
Les Allemands ne raisonnent pas du tout comme ça. D'abord, le mot austérité, j'espère ne pas être démenti par un de ces spectateurs germanophones, le mot austérité n'existe pas en allemand. Et pour eux, ce qu'ils appellent l'austérité, c'est le sérieux de la gestion budgétaire. Or, ils pensent que le sérieux n'est pas le contraire de la croissance, ils pensent que c'est ça qui fait la croissance. Et eux, ils passent leur temps à dire aux Français, mais arrêtez de dire que l'austérité va nous plonger dans la récession. C'est grâce à la rigueur que nous avons faite que nous avons réussi à réduire le chômage massivement, que nous avons un commerce extérieur florissant, etc., etc. C'est surtout ça qu'on discute, avec une particularité, c'est que les deux sont condamnés à s'entendre, qu'ils savent dès le départ que ce sont deux politiques jusqu'au bout des ongles, dont chacun connaît les contraintes politiques de l'autre. Madame Merkel sait ce que l'on ne peut pas faire avec l'opinion française et réciproquement. Et donc ils savent qu'ils vont trouver un moyen terme quelque part et que c'est uniquement à cette condition que l'Europe pourra sortir de la langueur. Mais le logiciel n'est pas le même. Est-ce qu'on peut aller loin dans les transferts de souveraineté, dire à l'autre je te donne les clés de la maison, si je sais que l'autre ne pense pas du tout, n'a pas le même raisonnement que moi? Ça va être compliqué. Mais justement, il ne s'agit pas de donner les clés de la maison à qui que ce soit. Le transfert de souveraineté, c'est bien. Le transfert de souveraineté, c'est qu'on se met ensemble pour avoir un mode de décision commun. Ça ne veut pas dire que l'Europe serait allemande. Il faut faire très attention à ce soupçon qui, aujourd'hui, pèse sur l'Union européenne. Toutes les décisions européennes sont acceptées par des compromis. Alors, pour ce qui est de la France et de l'Allemagne, chacun a ses lignes rouges. On l'a vu dans le reportage, il y a une ligne rouge, les Français en ont. Entre les deux lignes rouges, c'est la zone de discussion. Et il ne va pas y avoir une transformation d'une semaine à l'autre dans les discussions européennes. Mais on sent qu'entre maintenant et les élections allemandes de septembre, il y a un peu de mou dans la négociation possible pour faire que, à l'intérieur de ces deux lignes rouges, on essaye quand même de se donner l'un l'autre quelque chose. L'Allemagne a autant besoin de la France que la France de l'Allemagne. L'un et l'autre savent parfaitement que l'Europe ne marchera pas si ce couple ne fait pas un effort pour accepter. Alors quoi? Je ne lis pas dans le mar de café, mais ils sont condamnés aujourd'hui à avoir une négociation qui aboutisse à quelque chose. Ce sera la preuve faite qu'on a bougé. Et ça ne donnera pas non plus un boulevard aux oppositions, du coup, dans chaque pays. Chacun pense en même temps à son propre pays. On est au début de quelque chose, quand même, là. Tout début, et ce n'est qu'un mot, le gouvernement économique, et ce n'est qu'une expression. Il faudrait aller beaucoup plus vite. Moi, j'y croirais comme en amour. Il faut des preuves, il faut du concret. On a fait, au sortir de la guerre, la mise en commun du charbon et de l'acier. Ce qui, pour les économies de l'époque, dans les tensions de l'époque, était énorme comme mise en commun. C'était un risque fabuleux, une preuve d'amour fabuleuse. Il faut le faire de manière concrète. On va voter des budgets de manière séparée à l'automne, sans vraiment se concerter, en essayant peut-être de tirer à hu et à dia. Donc c'est pas ça, le gouvernement économique, c'est pas ça, la fusion franco-allemande. Parce qu'il faut une vraie fusion. Pas une fusion de nos équipes de foot, de nos gastronomies ou de nos systèmes éducatifs. On gardera nos différences. Mais une fusion de l'essentiel, ces grands choix stratégiques, économiques et budgétaires. Commençons par du concret. 2 exemples. On va réformer nos allocations familiales et du déficit. On sait que notre système d'alloc et de crèche, ça favorise notre natalité. Les Allemands sont en rade de ce côté-là. Fusionnons ce système, inventons un système d'aide à la petite enfance qui permette aux Allemands peut-être de repartir en natalité et nous, de trouver des financements qui nous manquent aujourd'hui. Autre exemple, les intermittents du spectacle. On ne sait pas par quel bout prendre ce dossier si cruellement financier. Les Allemands ont un autre système que le nôtre, où les troupes sont installées dans des théâtres publics, c'est un peu plus généreux, c'est un peu plus stable. Les deux systèmes ont leurs défauts et leurs qualités. Réfléchissons ensemble à un statut de l'artiste européen, avec un statut social de l'intermittent du spectacle franco-allemand. Cette Europe-là, concrètement, elle peut avancer. Et à partir du moment où on le fera à 2, on le fera à 6, on le fera à 8, et on ira aux limites de l'Europe, pas celle des 27, la vraie Europe, celle qui marche, celle de l'euro. Et on aura fait avancer vraiment l'Europe autrement qu'en parlant de gouvernement économique ou autre expression toute faite. Est-ce qu'on peut aller sur des choses très concrètes comme l'idée d'un SMIC commun, l'idée de congé? C'est ce qu'a dit. Convergence sociale par le haut. Convergence sociale par le haut, convergence fiscale, c'est très compliqué. S'il pense que l'Allemagne, qui n'a pas de SMIC, va créer un SMIC qui soit équivalent à celui du SMIC français. Non, à ce point de la campagne, elle est un peu revenue en arrière, Angela Merkel. Les Allemands réfléchissent à un SMIC de branche, pas un SMIC national. Voilà. Le SPD, un SMIC à 8,50 €. Eh bien, commençons par quelque chose qui coûte rien. La citoyenneté partagée. C'est-à-dire qu'un Allemand qui vit en France depuis plus de 6 mois, il peut voter aux législatives, il peut voter à la présidentielle française, puisqu'il y vit. Alors qu'aujourd'hui, il ne peut voter qu'aux municipales et aux européennes.
Ça, c'est pas un gouvernement économique avec un président économique. Là, un président économique, ce serait quoi? Un super ministre des Finances Non, ça sera un Van Rompuy bis qui sera tenu par les États. Non, il faut que la Commission... On a bien fait la monnaie unique, on y est arrivé. Et oui. Là, on buterait. Et bien, c'est indépassable. L'harmonisation fiscale, c'est très compliqué. La France a un modèle fiscal, par exemple, très hétérodoxe par rapport à l'Europe. On a un niveau de fiscalisation, d'imposition, par exemple des revenus du capital, très supérieur à la moyenne européenne. On a l'ISF, les Allemands ont d'autres formes de fiscalité. Il y a des pays qui frappent lourdement les successions, d'autres pays frappent la possession du capital, etc. Mais taxer le capital comme le travail, on est le seul pays en Europe à le faire. On est un pays de haut niveau de fiscalité et il y a peu de chances qu'on amène les 26 autres sur nos positions. Donc il faudra bien... Donc sous ça, c'est le bout du chemin. Et n'oubliez pas une chose, l'ouverture faite par Hollande hier sur un pas en avant dans l'intégration est d'autant plus significative, je trouve, que lui-même est réticent sur toute mise en chantier d'une nouvelle usine à gaz institutionnelle. Pourquoi? Parce qu'il a été extrêmement, lui qui est européen, de a été extrêmement échaudé par l'affaire du référendum et du non-référendum. N'oubliez pas qu'il est le vrai papa de ce machin. C'est lui qui l'a imposé à Chirac, qui n'était pas tellement chaud. Il espérait avec ça mettre la droite en difficulté. Il a cassé la gauche et accessoirement flinguer sa propre candidature et celle de Fabius à l'élection de 2007. Donc avant de se lancer dans des grands chantiers institutionnels avec référendum à la clé, il ira très prudemment. Allez, on va tout de suite... la communication. Juste un mot, si vous le permettez, parce que moi, j'aime bien les gadgets de Christophe, mais il me semble que ce que propose Hollande, au passage, je ne crois pas non plus à l'harmonisation sociale, etc. Ça, je crois que ce n'est pas jouable dans un court terme. En revanche, nous sommes des pays qui, même l'Allemagne, viennent de connaître la récession et qui ont besoin de réfléchir à une Europe moderne sur le plan économique. Et donc l'idée qu'on essaye, non pas de mettre des fonds européens pour restaurer une vieille industrie qui est mourante, mais mettre de l'argent européen pour faire de la nouvelle industrie, ce qu'il a dit sur les nouvelles industries, le numérique, les énergies renouvelables, là je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être un peu plus enthousiasmant pour l'ensemble des pays européens. Allez, on passe tout de suite aux questions Internet et SMS. La vraie question est-elle, voulons-nous une Europe fédérale? Quand Enrico Letta dit États-Unis d'Europe, c'est notre destin, on y va, il dit une puissante vérité. Le problème, c'est de trouver le chemin avec des peuples totalement échaudés, qui voient la Grèce, qui voient le chômage, à qui on a promis la prospérité sans la donner, et avec des processus démocratiques qui nous mènent aux échecs référendaires de France, de Hollande, d'Irlande, etc. Donc le chemin, il n'est pas facile à trouver. Le chemin, il s'éclaire quand il y a un grand homme ou une grande femme politique. Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer à faire un pas pour arriver quelque part? C'est les petits pas, alors le pas industriel, le pas culturel, le pas citoyen, on peut y aller comme ça, c'est sans doute une bonne méthode. Depuis la monnaie unique, qui était quelque chose de très fort, on n'a rien fait. On n'a rien fait de concret. Parce que là, on est là tétanisé en se disant on n'y arrivera pas, donc on ne bouge pas. Donc les nationalismes prospèrent pendant que le fédéralisme recule. Le mot fédéral est devenu carrément un gros mot. Aucun gouvernant européen n'ose l'employer devant ses opinions publiques, persuadé qu'aucune opinion n'en voudra. L'Europe est morte, vive les États-Unis d'Europe. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas changer le logiciel et aller vers donc... Ça, c'est du rêve, c'est de la puissance onirique, c'est des buts politiques. Est-ce que les peuples marchent encore à cela? Non, ils veulent quelque chose dans l'assiette demain matin. Et est-ce qu'il y a en Europe un homme ou une femme de stature assez grande pour porter ce discours et convaincre les 26 autres, ou au moins les 16 ou 17 autres de l'Europe de l'euro? C'est peu probable. Et alors, est-ce que le fait d'être relégué par la Chine et de voir tous ces émergents qui nous dépassent les uns après les autres, le Brésil va dépasser la France l'année prochaine, est-ce que ça va pas à un moment nous faire réagir? C'est sûr que si on ne fait pas les États-Unis d'Europe, dans 10-15 ans, on est le cul de basse-fosse du monde recapitalisé autour des pays émergents, des États-Unis encore un peu, et de la Chine. On tombe un peu plus, et là, peut-être... Non, le problème, c'est de retrouver une promesse européenne. Il ne faut pas oublier que si on assiste partout, pas seulement en France, à une montée de l'euroscepticisme, partout à la montée des extrêmes droites nationales chauvinistes, partout, c'est parce qu'il y a une promesse européenne qui n'a pas été tenue. Souvenez-vous des discours qui ont été faits au moment de la création de l'euro. Souvenez-vous, on a enchanté le rêve européen d'une certaine façon. Et on est aujourd'hui, c'est désagréable à dire, moi je suis un Européen convaincu, mais on est dans une désillusion européenne aujourd'hui. Et la crise aggrave ce sentiment, au fond, que l'Europe, ça n'a pas vraiment marché. Et le fait est, c'est désagréable à dire aussi, que dans le monde d'aujourd'hui, l'Afrique a fait l'an dernier 5,4% de croissance, l'Amérique latine, selon les pays, entre 6 et 8. La Chine, certaines régions flirtent avec les nombres à 2 chiffres, les chiffres à 2 nombres, je ne sais plus comment on dit, et l'Europe est une zone de dépression. On a fait la paix quand même. Oui, voilà, il y a 40 ans, il y a 50 ans.
Bien sûr. Mais il faut, alors là, pour le coup, vraiment, non pas réenchanter le rêve européen, mais donner des perspectives. Et ce que disait Roland, je paraît parfaitement juste, c'est sur des projets qui parlent à la jeunesse, des projets technologiques, des projets culturels, des projets environnementaux. C'est comme ça qu'on redonnera une impulsion. D'après un journal allemand, Hollande exige un gouvernement de l'Eurogroupe que Merkel et Sarkozy avaient proposé en août 2011. Vrai? C'est vrai, c'était en mars 2012. Ça faisait partie du pacte budgétaire. C'était une chose qui avait été envisagée, d'ailleurs sur lequel Sarkozy freinait peut-être un peu plus même que la chancelière. Et il avait été évoqué la possibilité de réunions régulières. Là, il ne disait pas tous les mois, comme le propose François Hollande, avec un président nommé, on ne savait pas, et qui aurait chaque mois, enfin régulièrement, oui. Le vice de construction de l'euro, on le connaît depuis le début. Jacques Delors, par exemple, depuis le début, a dit, évidemment, c'est un problème de créer ce machin, l'euro, une monnaie unique sans un système de pilotage commun, ça pose un vrai problème. Et c'est le problème sur lequel l'euro a failli exploser en 2011, quand on a vu que les États les ont dévissés les uns après les autres. Mais si Hollande arrive à faire ce gouvernement économique, ça veut dire que les Britanniques voteront lors du référendum promis la sortie de l'Europe. Est-ce que ça pourrait pas d'ailleurs être un accélérateur d'intégration, qu'on clarifie les choses Bien sûr, il faut faire l'Europe autour de ceux qui veulent vraiment l'approfondir. Pour l'instant, c'est presque tous les pays qui sont dans l'euro, mais à mon avis pas tous. D'ailleurs, on parle d'un gouvernement économique de la zone euro. Bien sûr. Pourquoi un gouvernement européen, étant donné qu'il y a déjà un président et la Commission européenne? Il ne faut pas additionner une couche supplémentaire avec des gens qui auront des titres ronflants, des budgets importants et pas d'efficacité. Il faut évidemment reprendre complètement cet attirail, en partant sans doute du Parlement. Il faut qu'on élise des listes au niveau continental et pas pays par pays, avec des groupes et des partis politiques européens. On aurait on aurait le Parti de droite européen. Voilà, le Parti populaire européen. On aurait les partis socialistes européens, ça serait une seule grande liste multinationale mais idéologiquement homogène, et comme ça on aurait un Parlement qui aurait une couleur politique européenne, qui accoucherait d'un gouvernement pour appliquer le programme promis pendant la campagne, un programme européen, et ce gouvernement aurait un chef, et ce gouvernement serait responsable devant le Parlement. Et évidemment ce gouvernement aurait à mettre en place des politiques en concertation avec les États qui continueraient à vivre leur vie démocratique, puisque tout ne serait pas centralisé dans ce gouvernement. Les enfants le verront peut-être, mais moi, ça, nous ne le verrons moi je ne le verrai pas. Mais si, parce qu'il y a l'espérance de vie d'abord qui augmente avec les progrès de la médecine, et puis l'accélérateur de l'histoire qui s'appelle la crise. Mais n'oubliez pas quand même que pour les peuples, la nation reste l'horizon mental, parce qu'ils se confondent avec l'histoire et avec la langue. Et il y a bien eu la réunification allemande. Ouais, bon. Et la nation, ça peut être l'Europe. Il faut rendre hommage à Christophe qui a toujours une idée, des solutions pour tout. Ça, mais, en tout cas, il me promet un bel avenir, je le remercie. Mitterrand, et c'était il y a plus de 15 ans, a dit « Ma patrie, c'est la France, mon avenir, c'est l'Europe ». François Hollande a fait de l'humour sur sa popularité très basse. Mais en est-il affecté? Il est revenu plusieurs fois sur sa popularité très basse. Moi, je suis épaté de son indifférence. Et ça, il y a une grande force mentale. Comment voulez-vous qu'il n'y fasse pas référence? Il parle à la presse et les journaux ne parlent que de ça. Il est bien forcé de leur parler de ce qui a l'air de tellement les intéresser. Et ça lui coule dessus? Non, il l'a dit à un moment, je crois. Il a dit, je préférerais que ça soit pas comme ça. Évidemment, on ne connaît pas un homme politique qui aime être impopulaire. Peut-être Raymond Barre à un moment. Mais à cette glorieuse exception près, les gens n'aiment pas baisser dans les sondages. Simplement, il sait que ça va durer longtemps. Et il a dit très justement ce que nous disons tout le temps. C'est lié à la courbe du chômage. Tant que la courbe du chômage continue à monter, sa courbe de popularité va continuer à s'effriter. Lui-même, comme tous les hommes politiques dans cette situation, l'a dit. C'est normal, mais après tout, tant pis, je fais mon devoir, et ma politique est forcément douloureuse de ne pas se passer vers tout le monde, donc après tout, je l'assume. Et puis, il y a une dimension psychologique. Tout le monde sait que François Hollande est ce qu'on appelle une bonne nature. C'est-à-dire, quand il pleut, il trouve que bientôt le soleil va revenir. C'est quelqu'un qui n'est pas anxieux. Il croit surtout que les choses vont toujours s'arranger. Voilà. Il pense que la croissance va revenir, il le croit encore, que les choses vont d'elle-même, parce qu'il pense qu'il a la baraka, qu'il a toujours eu la chance, et c'est un homme génétiquement optimiste. En même temps, quand on se lance dans un combat, c'est normal de se dire qu'on va gagner. Mais la différence, par exemple, avec Nicolas Sarkozy, lorsqu'il y avait des titres d'hebdo qui lui étaient défavorables, et Dieu sait s'il y en a eu, je veux dire, Nicolas Sarkozy était révolté, appelait les directeurs des journaux pour éventuellement
que les journalistes soient punis, voire évincés là, d'avoir écrit des choses pareilles, mais pas du tout. L'autre jour, la Même une. mon journal, qui est supposé ne pas lui être hostile, a fait des titres très durs sur lui. Il n'a jamais fait la moindre remarque. Alors que Nicolas Sarkozy prenait plus volontiers le téléphone. Mais c'était pas forcément négatif de la part de Sarkozy. Il était cash, et dans ces paroles performatives qu'évoquait Claude, c'était aussi sa manière de fonctionner, mais il n'y avait pas de malveillance. Mais Hollande, il y a une véritable indifférence qui est chez lui, au respect de la liberté de tout un chacun, et une force mentale qui, à mon avis, va lui être précieuse, comme elle lui a été précieuse quand il était à la tête du parti. Et je crois que Hollande croit moins au pouvoir de la presse que le croyait Sarkozy. Allez, n'est-il pas périlleux de vouloir toucher à l'assurance vie, placement préféré des Français, puisqu'on va réorienter l'assurance vie, on va dire maintenant, si vous voulez garder les avantages, il faut que votre argent soit non plus en emprunt d'État, en bon du Trésor, mais en actions, en entreprise, en bourse un peu. C'est une nécessité absolue. C'est risqué, les oui, mais actions. Alors, ça c'est justement le dispositif. Karine Berger a travaillé là-dessus. Les entreprises françaises ont des marges trop faibles et elles sont sous-capitalisées. Et d'une certaine façon, l'ISF a joué un rôle néfaste dans ce sens-là, parce que les grandes fortunes en France n'ont pas envie de s'investir dans l'économie du secteur marchand, parce que il y a trop de risques et trop d'impôts. Elles préfèrent avoir des tableaux de maître. Elles préfèrent avoir des tableaux ou de l'immobilier. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons un immobilier trop cher et des entreprises sous-capitalisées. Donc, orienter l'épargne, et notamment l'assurance vie, qui est le bas de laine des Français, vers l'entreprise, c'est une absolue nécessité. Et c'est... La bourse de Paris, comme vous savez, est pratiquement passée dans des mains étrangères. La part des Français dans le CAC 40 est 40%. De 40%. Ça n'est pas un financement sain de l'économie. Il faut faire les deux choses, c'est-à-dire orienter du capital, Catherine, vers les entreprises, mais restaurer les marges. Donc restaurer la compétitivité, baisser les charges. Sinon, on va duper les Français, on va leur faire mettre leur économie dans des entreprises fragiles. Vous avez remarqué que dans le patrimoine des ministres, il n'y en a pas un qui a des actions. Sauf Laurent Fabius qui a créé sa boîte. Pourquoi François Hollande hésite-t-il tant à remanier le gouvernement en mettant un poids lourd à Bercy? Parce que c'est un fusil à un coup. Ah, pour Bercy même. Oui, pourquoi il préfère avoir les deux? Pour Bercy même, moi j'ai trouvé ce passage un peu inquiétant. Alors? Parce que tout le monde voit bien que c'est une cacophonie à Bercy et qu'il a haussé le ton, il a fait le surjet, mais c'est pas la première fois en disant je veux voir qu'une ligne, mais c'est pas la première fois. Or, on voit bien que les couacs continuent. La politique économique, aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du réacteur. Il est indispensable qu'il y ait plus de cohérence à Bercy. Ça bougera avant l'été. Merci, c'est la fin de cette émission. Elle sera rediffusée ce soir à 22h30. Dimanche, vous retrouverez Caroline Roux dans C'est Politique à 17h50. Invitée Marine Le Pen. Et puis, bien sûr, lundi, vous retrouverez Yves Calvi pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité et bon week-end. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.